Jean-Michel, est-ce que tu peux me dire si ça se met en mode Ça ton y est, écran? ça y Ouais. est, c'est un nouvel Parfait. écran. C'est parfait. Alors, je vais vous demander à tous de couper les caméras et les micros surtout pour ne pas gêner le lancement de ce webinaire. Alors, bonjour à tous. Alors déjà, je m'excuse par avance. Je sors d'une grippe. Je crois que je suis encore dedans. Donc, voilà, je m'excuse par ma voix et peut-être potentiellement par ma toux. En tout cas, je suis quand même ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire pour la saison hiver 2024-2025. Bon, voilà, je pense que la température extérieure ne nous trompe pas. Nous sommes bien en hiver. Alors, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Jean-Michel Pratico, que je vais vous présenter tout à l'heure, qui qui nous fait le plaisir de nous parler du pathos. Alors, c'est peut-être un mot qui vous parle, c'est certainement un mot que vous avez déjà entendu si vous travaillez dans les EHPAD. Mais moi, personnellement, c'est un peu une nébuleuse. Et donc, j'ai demandé à Jean-Michel de venir nous parler du pathos et particulièrement du lien entre pathos et nutrition, puisque c'est quand même le sujet qui nous anime. Avant ça, comme toujours, je vous fais deux, trois slides sur la présentation d'Avisé pour que tout le monde sache un petit peu qui je suis et qui est Avisé. Alors, donc, je m'appelle Aline Victor, je suis diététicienne. J'ai créé donc la société Avisé l'année dernière avec pour objectif de promouvoir la santé tout au long de la vie. Et ça passe par deux canaux. Le premier étant finalement notre environnement quotidien, c'est-à-dire notre chez nous ou notre entreprise, puisqu'on passe 90% de notre temps à l'intérieur. Et donc, il faut que ces environnements nous apportent de la santé. Et aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se développent en matière de domotique, en matière d'agencement, en matière d'embellissement de nos intérieurs. Et donc, il faut bien sûr que cet environnement soit plutôt propice et favorable à une santé et une bonne santé plutôt que à une sédentarité ou à un grignotage intempestif comme on peut le voir parfois dans les entreprises ou chez soi. Et puis un deuxième canal qui me prend énormément de temps en ce moment et dont je vais vous parler rapidement dans mes actions à court terme, qui sont plutôt de repenser les stratégies nutritionnelles dans les établissements de santé, particulièrement dans les EHPAD. C'est effectivement une activité que je me donne là depuis le début de la création d'Avisé. Donc deux projets en parallèle. Un premier projet qui s'appelle Bien manger, donc toujours à destination des EHPAD, qui a pour objectif, comme vous le voyez sur cette slide, qui a pour le coup être très factuelle, c'est d'arriver à proposer une offre alimentaire qui permette demain à ne plus, ou en tout cas à réduire la consommation des textures mixées. Donc cette texture purée qu'on rencontre régulièrement dans les établissements en EHPAD et qui ne favorise pas du tout la prise alimentaire et qui est plutôt vecteur de dénutrition. Et puis un deuxième volet qui est les compléments nutritionnels oraux. Qui, on le sait, sur du long terme, sont moins bien consommés, sont plus appréciés et a tendance justement à pas répondre finalement aux besoins qu'on le recherche face à des personnes âgées polypathologiques en EHPAD qui, à mon sens, recherchent plutôt du plaisir et surtout un retour à une alimentation plus traditionnelle. Donc, on est parti en expérimentation depuis l'année dernière avec trois collègues avec qui on est assez complémentaires sur ce projet. Et l'idée, c'est justement de pouvoir vous démontrer que on est capable, en tout cas, de réduire les mixés, de réduire les CNO dans les EHPAD et de proposer une offre alimentaire beaucoup plus adaptée, mais aussi on va dire un environnement de service hôtelier, un environnement de comment on positionne le résident à table, bref, vraiment un cadre adapté pour que finalement on capitalise sur l'offre alimentaire. Alors, ce projet Bien manger amène justement des réflexions autour d'outils. Et le premier outil qui a paru être une évidence, c'est justement de créer une vidéo motion sur l'IDDSI, qui est vous le savez, un outil qui permet d'évaluer le niveau de texture en fonction des capacités des personnes. Donc, c'est un outil descriptif et pas prescriptif, je le précise bien. Et en tout cas, cette vidéo motion, elle est accessible si vous m'en faites la demande par mail. Je peux vous donner accès à cette vidéo motion qui a été donc réalisée conjointement avec un chirurgien dentiste et un orthophoniste.
Parallèlement à ce projet Bien manger, certains d'entre vous en ont certainement entendu parler, c'est le projet Bienfaisant, dont Jean-Michel Pratico en fait partie en tant que comité d'experts. En fait, l'idée, c'est de se dire, bah, une fois qu'on a potentiellement réduit le nombre de CNO et réduit fortement les textures mixées, concrètement, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'assiette de nos résidents? Eh bien, l'idée, c'était tout simplement d'aller poser la question à ces résidents, d'aller leur mener une enquête consommateur, comme vous avez peut-être pu le faire, vous, pour des marques. Eh bien là, l'idée, c'est bah, d'aller à la rencontre des résidents. Donc, on a lancé le projet Les Bienfaisants. On a quasiment une soixantaine d'EHPAD et voire peut-être plus, puisqu'on a le groupe EMRA qui nous fait le plaisir de contribuer au projet, qui va justement voilà, interroger ben, leurs résidents au travers d'une petite enquête en ligne avec des éléments très factuels, très faciles à utiliser, des visuels de plats, hein, tout simplement. Et donc, ça va nous permettre de nous donner une sorte de cartographie de bah, qu'est-ce que les résidents aiment comparativement à qu'est-ce qu'ils consomment réellement dans l'assiette de leurs consommateurs au travers des analyses de gaspillage alimentaire. Donc tout ça, hein, toutes ces expérimentations, ces projets vont avoir une finalité courant mars-avril. Donc j'espère pouvoir au prochain webinaire vous donner des éléments très factuels de ces deux projets. Alors justement, prochain webinaire, donc j'ai la joie d'accueillir le 15 avril, donc vous pouvez déjà d'ores et déjà le noter dans vos agendas, le professeur Christophe Moinard, qui était un professeur de nutrition au CHU donc, de Grenoble, à l'Université de Grenoble, et qui va venir nous parler de nutrition, une science ou une opinion, parce que bah, je l'ai sollicité et il a accepté gentiment d'animer ce prochain webinaire du printemps 2025, parce que je pense que si vous êtes soit des professionnels de la nutrition, soit des professionnels, en tout cas, qui s'intéressent au sujet de la nutrition, vous n'êtes pas censé savoir que beaucoup d'influenceurs ou de coachs, pseudo-coachs en tout cas, prennent le pas sur, bah, sur cette notion de nutrition. Et donc, j'ai demandé à Christophe Monard de revenir mettre un peu de vérité parmi tout ce qu'on entend en matière de nutrition. Voilà, donc 15 avril, de midi à 13h, pour ceux qui le souhaitent, nutrition, une science ou une opinion. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Jean-Michel qui va se présenter. Donc, Jean-Michel est un expert du pathos puisqu'il est médecin valideur pathos. Donc, je le remercie bien évidemment de sa présence, de son temps. Ce que je vous propose pour le bon déroulé de ce webinaire, Jean-Michel va présenter un petit peu les contours du pathos et les liens avec la nutrition. J'ai prévu bien sûr quelques questions à lui poser également de mon côté. Prévoyez-vous de votre côté soit de noter vos questions dans le chat et on y répondra à la fin, soit, vu qu'on n'est pas très nombreux, de pouvoir enlever votre micro à la fin de ce webinaire. On vous laissera un petit temps à la fin pour que vous puissiez poser vos questions directement à Jean-Michel. Voilà, écoute Jean-Michel, je te laisse la parole. Tu me dis quand tu veux que je passe les slides et je suis ta petite main pour ce webinaire. Ok, tu reprends la main pour les admissions? Je reprends la main pour les admissions, pas de souci. Voilà. Oui, donc bonjour à toutes et à tous et bonne année. C'est encore, il reste encore aujourd'hui et demain, je crois, donc autant en profiter. Oui, donc j'ai été médecin coordonnateur en EHPAD pendant 12 ans. C'est là que j'ai appris à faire des pathos. Et maintenant, ben, c'est moi qui vais les valider dans les établissements de la région Occitanie. Voilà, pour le compte de l'ARS. Donc, on suit. Voilà. Alors, déjà, au départ, pour celles et ceux qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, voilà, le financement des EHPAD, il se fait par 3 voies distinctes. Il y a le résident qui finance, lui, la location de la chambre. Ça finance aussi le ménage, la restauration, le personnel administratif. Ensuite, le département apporte par une certaine dotation le financement qui va permettre de régler le salaire des aides-soignants et de la psychologue. Et la sécurité sociale, via l'ARS, tous les besoins en soins techniques, infirmiers, médecins coordonnateurs, les médicaments, tout le matériel médical qu'on trouve dans les établissements. Vous voyez, donc, on pourrait penser que le résident paie tout, mais pas du tout. D'abord, si le résident devait payer la totalité, je pense que les prix de journée seraient nettement majorés de 5 ou 6 fois de ce que c'est actuellement. Ensuite, voilà. Alors, les dotations, bien sûr, ne sont pas données par hasard. Elles sont basées sur les résultats d'évaluation des besoins en soins et dépendants qui se font tous les 5 ans
dans tous les établissements de France. Alors, les besoins en soins sont quantifiés par ce qu'on appelle le PNP, c'est le pathos moyen pondéré. Alors ça dépend de l'ARS. La dépendance, c'est département, donc ça part sur le GMP. Le GMP, c'est GIR moyen pondéré. Alors, tout ça donne le GMPS, une formule magique qui donne le futur montant de la dotation. Alors, pour préciser, du coup, une fois que la dotation est calculée, l'ARS envoie tout ça à la CNSA, qui est la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie. Et ensuite, ces dotations sont incluses dans le plan de financement de la sécurité sociale. Donc, c'est ça qui est voté en principe en septembre, octobre chaque année. Et cette année, donc, vu qu'il y a les problèmes que vous connaissez à l'Assemblée nationale, les établissements qui ont eu des moyens, qui sont censés avoir des moyens en plus pour avancer pour 2024, ben, sont à l'attente du vote solennel de ce plan de financement de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale. Espérons que ça avance parce qu'effectivement, vu l'état des finances des EHPAD en ce moment, ça va risque d'être compliqué. Ensuite, donc Pathos, c'est un outil analytique hein, donc, qui consiste à identifier sur le base de 50 états pathologiques. Alors, ça a été fait il y a à peu près une vingtaine d'années par des gériatres qui se sont réunis, qui ont dit comment quantifier les besoins en soins. Donc, ils sont partis pour faire un état de 50 états pathologiques. Alors, je ne veux pas tous les... Par exemple, effectivement, il y a bon, les nutritions, vous avez les problèmes cardiovasculaires, les problèmes neurologiques, orthopédiques, etc. Et donc, sur toutes les pathologies dont souffre une personne le jour de l'évaluation. Alors, ce qui est un peu ingrat, c'est que on suppose sur un plan informatique et épidémiologique que l'état des besoins en soins dans un établissement donné, un jour donné, traduit ce qui se passe sur 12 mois. Ce qui est un petit peu, à mon avis, un peu cavalier, mais c'est ainsi. Et alors, le souci, c'est qu'effectivement, c'est fait tous les 5 ans. Et tous les 5 ans, ben, si les besoins augmentent entre les deux évaluations, ben, il faut se débrouiller à trouver des sous autrement. Donc, chaque état pathologique sera représenté par un des profils de soins possibles. Il y aura des diapos qui expliqueront peut-être différemment un peu plus tard. Alors, qui est indiquant des soins requis. Alors, le soin requis, il faut qu'il soit utile selon les recommandations de bonne pratique. Alors, soit dictées par la HAS ou la Société française de gérontologie et gériatrie. Alors, un soin qui doit être faisable, bien sûr, donc, et accepté surtout par le résident, qui tient compte de sa polypathologie, de sa qualité de vie, de l'antériorité du soin, de son service rendu et d'une persévérance raisonnable. C'est-à-dire que un soin, quel qu'il soit, s'il ne doit pas apporter forcément grand-chose à la personne parce qu'elle est vraiment, par exemple, en état très grabataire, même si le soin va être fait, hein, ce n'est pas la question. On ne va pas arrêter des soins parce que Pathos ne veut pas, mais on ne peut pas le coter autrement, de façon plus importante. Il faut que le soin soit, bien sûr, accepté par le résident, donc non refusé, bien sûr, selon ses capacités de prise de décision. C'est-à-dire, par exemple, on doit faire un diagnostic pour vérifier si il y a une tumeur est en évolution ou pas. Si la personne, effectivement, dit « foutez-moi la paix », on l'entend souvent, « laissez-moi tranquille », etc. Donc, on ne pourra pas faire, on doit respecter le choix de la personne, mais pour autant, on ne pourra pas non plus coter le soin important dans la cotation pathos. Alors, dernière phrase, que l'on ait ou pas les moyens nécessaires pour sa réalisation. Admettons, par l'exemple de quelqu'un qui a des soins de rééducation qui sont prescrits, qui ne sont pas forcément utiles au sens pathos. Donc, ce n'est pas parce qu'il les a qu'on doit coter correctement, mais en même temps, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les soins, les moyens nécessaires, parce qu'effectivement, on manque de personnel, il faut les coter en conséquence, parce que le but, effectivement, de l'évaluation des besoins en soins, c'est d'avoir des moyens supplémentaires. Ensuite, Aline, s'il te plaît. Voilà. Alors, la durée nécessaire pour remplir, pour faire le pathos, on a de 3 à 4 mois, c'est une moyenne. Souvent, c'est plus long. Alors, ça dépend, effectivement. Alors, c'est le rôle du médecin coordonnateur de l'établissement hein, de faire ça. Pour ça que les EHPAD où il n'y a pas de médecin coordonnateur, c'est assez compliqué. Alors, ça peut être plus ou moins long selon effectivement l'implication et la régularité de la saisie du personnel. Alors, c'est le médecin coordonnateur qui fait le pathos, c'est à lui après de décider des cotations, de les défendre face aux médecins valideurs de l'ARS locale. Mais le médecin il se base sur ce qui est
la réalité, mais il faut que tout soit effectivement saisi dans le dossier médical, les transmissions pour les troubles du comportement, par exemple, pour les douleurs, pour effectivement, si la personne mange bien ou pas beaucoup, la saisie des poids, il faut que ça soit régulier. Il faut que le dossier médical soit bien rempli par le médecin traitant, que les personnels paramédicaux, orthophonistes, kinésithérapeutes et autres, qui interviennent, soient assez compliants pour saisir les bilans et ce qu'ils font. Donc, c'est du boulot, c'est du travail, mais l'enjeu vaut la chandelle si les besoins de soins sont augmentés. Alors, le guide PATHOS 2022, il a été actualisé effectivement en 2022, on a travaillé dessus. Bien sûr, il est moins intéressant pour l'établissement que ce qui était ici avant parce que en fait, tout est fait pour donner moins d'argent aux établissements, malheureusement. Et on précise que effectivement, le guide PATHOS et ses procédures de validation sont les mêmes pour tout le monde, hein, quelles que soient les régions. Au niveau national, nous avons tous le même guide PATHOS, quel que soit le médecin valideur, soit l'ARS Occitanie ou l'ARS Île-de-France ou les Hauts-de-France ou autre. Alors, ce qui est important, c'est que le pathos, c'est le lien avec le GIR, et le GIR, ça traduit la dépendance. Je pense que vous connaissez aussi ce que ça veut dire. C'est le groupe iso-ressources, alors ça traduit effectivement le degré de dépendance de la personne. Et il y a toujours, quand on travaille sur l'outil pathos, sur le logiciel de soins, quel qu'il soit, si ça interfère avec le GIR, pouf, il y a une alerte. Plus la personne est dépendante, moins on a de cotation pathos. Par exemple, vous avez des résidents qui ont des troubles cognitifs très évolués et qui sont cotés niveau cognitif, bon, ça fonctionne plus ou quasiment plus, et qu'effectivement, on cote que la personne, elle se déplace seule sans aide aucune. Alors là, il y a une alerte parce qu'on estime qu'une personne qui a des troubles cognitifs très évolués ne peut pas se déplacer seule, sans aide. Bon, elle peut très bien déambuler, effectivement, mais il y a toujours quelqu'un, si on doit faire intervenir quelqu'un pour remettre la personne dans le bon sens, dans le bon couloir, on n'est plus à... Voilà. Ensuite, voilà, quelques images à quoi... Alors, c'est pris sur un logiciel de soins, ne tenez pas compte des chiffres qui sont là, hein, c'est des captures d'écran de quelques... Voilà, on le voit ici, effectivement, ce sont les problèmes cutanés. Alors, soit l'escar, pour l'escar, par exemple, il n'y a que deux cotations possibles. S1, on verra plus tard. Enfin, S1, si vous voulez, il y a une simple irritation, il y a un pincement qui ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, c'est du S1. CH, ça correspond vraiment à une cotation plus importante. Ça veut dire qu'on passe plus de 20 minutes par jour pour faire les soins. Donc, souvent, c'est des gros escars et des gros pansements qui demandent beaucoup de temps, beaucoup de soins. Alors, le DG, on le verra ailleurs. Le DG qu'on voyait ici, on le verra de toute façon dans le dénutrition, ça paraît aussi, peu importe. Le DG, ça veut dire diagnostic, c'est abrégé. Ça veut dire que il y a quelqu'un qui a quelque chose qui est apparu sur une peau, on ne sait pas ce que c'est récent, et donc on essaie de mettre en place une stratégie diagnostique pour aller jusqu'au diagnostic. Mais là, c'est très important ce point-là, il rapporte beaucoup de points pour la personne en question, mais la fenêtre de tir, elle est très courte. Il faut que l'événement soit récent et que le médecin n'ait pas encore fait les prescriptions pour savoir ce qu'il va faire. S'il a fait les prescriptions, on n'est plus dans le DG, et donc le jour de la coupe, souvent c'est une grosse discussion avec le médecin coordinateur quand on va valider, c'est toujours très compliqué. Ensuite, donc la prochaine, c'était, je crois que sur voilà, c'était sur l'ostéo-articulaire. Alors, les différentes états pathologiques, hein, la hanche, l'épaule, le rachis. On n'a pas toujours une d'autres localisations, c'est le genou, c'est les poignets, c'est les mains. Et en dessous, le 31, correspond par exemple pour les arthrites rhumatoïdes, l'arthrose, voilà. Et les différentes cotations qui sont ici. Alors, vous avez ici, alors de mémoire, ici on a S0. Vous avez ici, effectivement, ah mais oui, mais moi je n'ai pas la main sur la flèche, sur le curseur. Parce qu'on voit pas en haut. Bon, c'est pas grave. On passe à la prochaine, s'il te plaît. Voilà. Et là apparaît effectivement ici dans les troubles digestifs. Alors, qui est dans pathos, c'est catégorie gastro-intestinale. Donc, les syndromes digestifs hauts, ça correspond à tout ce qui est trouble de déglutition. Prise de discussion sur les mixés dont parlait Aline tout à l'heure.
ou tout ce qui est œsophagite, hernie hiatale et autres. Les sondes abdominaux, c'est tout ce qui touche effectivement les constipations, les diarrhées et autres. Pathologie des pathobiliaires, c'est bon, le problème hépatique, les lithiases et la nutrition qui nous concerne aujourd'hui. On voit au niveau des cotations possibles, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le S0 qui correspond à... C'est un état alors qui s'est plus stabilisé, on n'y fait plus rien ou quasiment plus rien. Le S1, alors on fait de la surveillance du poids régulièrement, on donne un repas enrichi ou démixé. Ensuite, bon, on voit le fameux DG. Là, le DG, je n'ai pas calculé, mais d'abord, c'est très rare qu'il soit accepté parce qu'effectivement, la dénutrition, on perd rarement 10 kilos de poids en 3 jours, donc c'est rare. Donc, et le T2, on verra après les différentes cotations, on est vraiment dans une dénutrition sévère qui doit mobiliser beaucoup de monde, beaucoup de temps pour essayer de revenir au poids antérieur. Aline, bon, je ne me suis pas attardé aux autres cotations parce que c'est pas vraiment. On n'est pas sur une formation pathos dédiée, hein. Voilà. Donc, la dénutrition, effectivement, on l'a vu. Donc, les critères de perte de poids perte de poids et rééducation périnéale sont présents. Alors, les critères dans le guide pathos reprend les critères de l'HAS, mais pour le pathos, on ne tient pas compte de tout. Il fait un temps, on tenait compte de l'IMC, de l'albumine, etc. Maintenant, on ne parle que de la perte de poids rapide en peu de temps. Et bien sûr, ce qui est dommage, on sent bien que effectivement, le guide a été actualisé pour donner moins de sous aux personnes. Alors, effectivement, on voit que sur les différents profils S1, alors à chaque profil de soins correspond des points pathos. Pour toutes les pathologies, c'est ça. Et le logiciel de soins va additionner tous les points pathos donnés par chaque résident et va les diviser par autant de résidents présents dans l'établissement le jour de la coupe. Donc ça veut dire que c'est une fraction. C'est pour ça qu'on appelle ça un pathos moyen pondéré. Voilà. Dans le profil SO0, vous avez vu, il rapporte rien. Simplement, il dit que la personne a été un peu dénutrie. C'est pas beaucoup, on ne fait pas grand-chose de plus. Voilà. Le profil S1, bon, il y a une nutrition qui est quand même modérée, mais on apporte un peu quelque chose. On suit la courbe de poids. On fait de l'alimentation enrichie par la cuisine, par les compléments alimentaires oraux. On en prescrit encore, désolé Aline, mais... Et voilà. Par contre, c'est précis là aussi. Alors ça, c'est des captures d'écran des documentations officielles sur le guide Pathos, hein. La personne doit pouvoir tirer un bénéfice réel de cette stratégie et l'accepter. C'est-à-dire qu'il faut que la personne soit en capacité donc de dire, mais moi j'accepte de manger un peu plus ou de manger de prendre des compléments nutritionnels. Et bien sûr, voilà. Par contre, vous voyez le point, c'est 57. Et le profil T2 qui est important, dénutrition sévère, récente. Ensuite, c'est un événement aigu, c'est fracture du col du fémur, hospitalisation pour toute autre pathologie, un problème dépressif qui est acquis. Bon, on peut être en EHPAD et puis avoir malheureusement un problème dépressif qui existe, hein. Je perds mon conjoint, j'ai un ami de chambre avec qui je mange tous les jours qui est décédé, je le vis très mal. Et forcément, un état dépressif, on a moins envie de manger, donc on perd du poids. Donc, pour que, alors, en pathos, on puisse coter le T2, il faut que cette renutrition doit être possible et permettre une reprise du poids antérieur. Donc, il faut que la personne, on puisse la faire manger. On exige de la part de l'établissement un suivi alimentaire et de quantifier des apports au quotidien pendant une période donnée. Souvent, c'est une semaine. Il y a de la capacité que la personne doit marcher, avoir une activité motrice associée pour refaire un petit peu du muscle. Alors là, je suis un peu réticent parce que certains, pour refaire du muscle, quand on a 95 ans et dénutri, c'est compliqué. Mais bon, pour autant, ça fait partie des critères du guide Pathos. Voilà, à titre personnel et entre nous, je suis un peu plus, voilà, un peu plus bienveillant en fonction de l'État. Et vous voyez le point, donc on est vraiment, on est quasiment 6 fois plus, ce qui est énorme, ce qui fait que les profils T2 sont pas toujours validés. Il faut vraiment qu'une traçabilité à tout point, à tout prix, pour que le médecin valideur puisse accepter ce profil. Vous voyez la différence de cotation. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, finalement, plus il y a de gens qui sont dénutris,
plus le pathos va être élevé, donc ça va apporter des moyens à l'établissement. Alors, c'est vrai, oui, mais je dis souvent aux gens, ne cherchez pas à avoir beaucoup de nutrition, parce que à la fin, quand on a fait, la personne a déposé l'étude sur le logiciel Galad sur de la CNSA, on a la répartition des pathologies. Et quand on voit effectivement un établissement où il y a 60% de dénutrition, ça fait un peu désordre. Même si c'est vrai, souvent c'est une réalité. Voilà. Ensuite, on passe donc à la prochaine, Aline, si tu veux bien. Voilà. Alors, rapidement, quelques mots sur le lien entre l'alimentation et le GIR. On n'est pas forcément sur quantifier les besoins en soins, mais par contre, dans la dépendance, c'est l'alimentation qui est notée au travers de deux variables. Se servir et manger. Est-ce que la personne, elle se sert, elle fait seule ou pas seule? C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir quelqu'un qui ne mange pas tout seul, mais qui est bien nourri, parce que tiens, la soignante ben, donne à manger régulièrement, correctement, et la personne mange, elle accepte qu'elle soit nourrie. On voit d'ailleurs des gens qui sont vraiment dépendance complète, le fait d'approcher la cuillère doit ramener à des réactions anciennes, puisque la bouche s'ouvre automatiquement. Voilà. Mais c'est le seul lien, si vous voulez, au niveau de la dépendance et l'alimentation. Je tenais quand même à en dire deux mots. Ensuite, là oui, donc je vais être soumis aux questions d'Aline. C'est ça. Merci Jean-Michel. Donc, en attendant que les participants posent leurs questions dans le chat ou posent leurs questions à la fin, À mon avis, il va y en avoir. il va y en avoir, c'est sûr. En tout cas, moi, j'en avais quelques-unes à te poser, Jean-Michel. Alors, du coup, bon, les trois questions s'affichent, mais la première, c'était quels sont les professionnels donc impliqués dans le pathos? Est-ce que tu peux nous lister un petit peu tous les professionnels qui donc du coup s'impliquent dans cette coupe pathos? Alors, en premier lieu, c'est le chef d'orchestre, le médecin coordonnateur de l'établissement. Parce que c'est lui qui saisit, c'est lui qui diligente tout ça. C'est lui qui va mettre la pression au médecin traitant pour écrire dans le dossier. C'est lui qui met la pression au kiné pour dire qu'ils fassent leur boulot correctement. Je ne sais pas si les kinésithérapeutes connectés, mais bon, on peut en discuter éventuellement si c'est le cas. Il y a aussi l'infirmière référente Mhm. ou la cas de santé, fonction d'établissement. Il y a aussi des fois des IPA maintenant dans Oui. certains établissements, donc c'est pas mal. Ils ont un autre regard. On Ensuite, peut peut-être préciser IPA, Jean-Michel. oui, infirmiers en pratique avancée. Mm. Ce sont des infirmiers qui ont eu 2 ans de spécialisation dans un secteur donné. Alors, en IPA, effectivement, c'est le secteur des pathologies chroniques. Et alors, j'ai eu l'occasion de faire un pathos, moi, à titre personnel, dans la Loire la semaine dernière. Et j'ai passé les 6 jours avec l'infirmière pratique avancée d'établissement. Et c'est vrai que c'est vraiment, et on sent que la formation est solide. Ben, mais malgré tout, un professionnel qui reste dans ses limites. Voilà, il dit, je suis pas médecin, je ne peux pas faire certaines choses. Donc, c'est très intéressant. Donc, il y a aussi ben, les infirmiers qui tracent Mhm. dans le dossier médical, y compris les aides-soignantes. Les Mhm. aides-soignantes, effectivement, leur boulot, c'est la dépendance au niveau de la cotation du GIR. Mais quand, par exemple, on peut dire, mettons, ben, c'est elles qui vont dire que au cours du repas, Madame Untel n'a pas mangé, ou elle a Mhm. mangé plus que d'habitude, ou alors elle a bien mangé. Voilà, c'est important aussi. Ou alors cette personne, pendant la thèse, elle a fait que me taper, elle insulte, etc. Pour que ça soit écrit, parce que ça a la même valeur, par exemple, que les transmissions ou les consultations de la psychologue pour ce qu'appelle les troubles du comportement. Je crois que Mhm. tous les professionnels de l'établissement, finalement, sont impliqués à des degrés différents dans le pathos. C'est vraiment un travail d'équipe. Alors, c'est une évaluation. C'est Mhm. intéressant parce que ça permet des fois aussi de pointer que tu vas, tiens, ça, on n'a pas vu ça, c'est bien qu'on ait fait ça. Voilà, comme toute évaluation, c'est toujours de toute façon très riche. Ok. Merci. Du coup, moi, Ensuite, j'avais une oui. deuxième question. 5 ans, est-ce que c'est pas trop long? On regarde l'espérance de vie des résidents en EHPAD. Est-ce que ce pathos, finalement, bouge pas beaucoup en 5 ans d'évaluation? Alors, j'avais un peu répondu là, par anticipation, là, au début début de l'intervention. Alors, 5 ans, ça peut paraître beaucoup parce qu'effectivement, le jour de la validation, ouais, il y a une cotation qui est validée. Donc, il y a des soins qui vont être alloués sur la période. Et puis, 1 an, 2 ans après, la dépendance augmente parce que les gens rentrent de plus en plus dépendants, de plus en plus mal en point au niveau physique. Mais vous avez les mêmes dotations chaque année qui ne bougent pas. Donc, des fois, il faudrait un aide-soignant de plus
C'est compliqué pour embaucher parce que si vous... Alors les EHPAD, bien sûr, commerciaux, ils ont davantage latitude pour embaucher des personnes en plus, mais les EHPAD associatifs, mutualistes ou publics, ceux-là ont du mal pour pouvoir embaucher quelqu'un sur le budget, mettons, soins, embaucher du personnel supplémentaire. Donc c'est Mhm. compliqué, c'est pour ça qu'on voit des gens qui sont épuisés au bout d'un certain moment. Alors le pathos bouge beaucoup en 5 ans. Alors malgré tout, il y a des établissements qui, tous les 5 ans, finalement, à deux ou trois points près, c'est toujours les mêmes. D'accord. Pourquoi pas? Mais après, bon, Pas de ça grosses dépend de... variances. D'accord. Euh, alors, la troisième question, c'est aussi une question qui me revient quand je fais mes expérimentations là, sur mon projet Bien manger. On voit que de façon globale, le critère de la dénutrition, c'est avant tout l'évolution de la courbe de poids. Pourquoi on n'intègre pas d'autres critères de dénutrition, puisqu'on sait qu'il y a le critère étiologique, le critère phénotypique. Dans chacun de ces critères, il y a plusieurs critères possibles. Pourquoi c'est essentiellement la courbe de poids qui est prise en considération? Alors, je n'ai pas la question, il faut le demander aux gens qui ont travaillé sur le pathos. Le but est fait, vous avez très bien compris, c'est pas forcément donner abondamment de l'argent aux Hmm, établissements parce que c'est l'argent public, donc il y en a de moins en moins malheureusement. Le but étant effectivement de resserrer un petit peu les financements. C'est uniquement, c'est la seule raison. hmm, Faut appeler un chat, c'est une réalité. Je ne traduis pas un secret, hein, c'est une réalité. hmm. Et c'est Ok. bien dommage. Alors, l'origine des pathologies n'est pas intégrée dans l'évaluation du profil. Pourtant, une dénutrition qui émane d'un facteur psychologique, par exemple, ne demande pas la même prise en charge qu'une dénutrition qui émane d'une pathologie aiguë. Comment cette cause, cette origine de la dénutrition, elle s'intègre du coup dans le pathos? Et si elle s'intègre pas, à ton avis, pourquoi? Et est-ce qu'elle pourrait impacter différemment le pathos? Alors, je te réponds rapidement. Tout à l'heure, j'ai dit une dénutrition sévère suite, mettons, un problème moral Mm, aigu. Ma voisine de table est décédée rapidement. Voilà, ça me mm, renvoie à ma propre fin, etc. Bon, les gens peuvent avoir une espèce de réaction dépressive réactionnelle. Du coup, anorexie, on mange plus, on mange moins, on perd du poids rapidement. Donc, on peut coter éventuellement T2, dénutrition. Mais au niveau des pathologies neuropsy, mm. il y a des états dépressifs que j'ai pas tout mis, bien sûr, c'est pas une formation pathos, qu'on peut coter de façon spécifique, en cotation adaptée, voilà, une prise en charge psy, il faut vraiment, la psychologue voit la personne vraiment pour la remotiver, les autres soignants, les soignants, bon, les AS, quand ils vont voir la personne, ben, ils se mobilisent pour lui remonter le moral, etc. Ça, bien sûr, ça peut être effectivement cotable. Donc, ça serait Euh, une accumulation finalement de la cotation de la dénutrition plus la cotation de la psy. les 391 points du T2 de nutrition va s'ajouter C'est aux ça, points ok. liés au P2, par exemple, état dépressif. Donc, Ok, ça va augmenter, bien sûr, on le va se voir, bien sûr, ça va augmenter le d'accord. pathos de la personne, Ok, ça heureusement. marche. Ouais. Du coup, j'ai une autre question, une dernière question. Selon toi, est-ce qu'il manquerait quelque chose aux établissements aujourd'hui pour faciliter la cotation pathos, qui, on le sait, est une étape assez lourde, même si les outils maintenant sont assez bien faits pour faire la cotation facilement. Est-ce que, voilà, toi qui navigue d'EHPAD en EHPAD, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait aider les établissements demain à faciliter cette cotation? Bah, il y a déjà aussi peut-être l'ergonomie du logiciel de soins Mhm. qui est important aussi. Parce que même si effectivement les grilles pathos sont les mêmes, quel que soit le logiciel de soins, parce que après, le pathos c'est fait dans le logiciel de soins. Après, il y a importation de fichiers sur la plateforme Galad de la CNSA. Bon, ça, c'est purement technique. Mais par contre, effectivement, un logiciel de soins qui n'est pas très fonctionnel, les soignants ont du mal à tracer. Mhm. Voilà, par exemple, je suis allé faire une validation d'un EHPAD dans les Pyrénées-Orientales lundi. C'est un Mhm. logiciel de soins, j'ai oublié le nom et je préfère. Ils ont été obligés de tout imprimer Ah oui, pour avoir des traçabilités rapides. Alors, je préfère être un bois. Les forêts des Pyrénées ont dû souffrir ces temps-ci. Mhm. Voilà. Et avec impossibilité d'importer dans le logiciel des photos. Donc, les photos ont été imprimées sur le papier. Voilà. Donc, il faut donc l'outil sur lequel on fait Pathos, il faut vraiment qu'il soit vraiment très
très ergonomique, très, voilà, très fonctionnel. Après aussi, alors, ce qui m'a après, si on est de l'immatériel, on est vraiment dans la motivation, l'implication des personnels. Il faut vraiment expliquer au personnel de l'établissement pourquoi il faut écrire. Et ça, c'est un message. S'il y a des gens dans des EHPAD qui sont dans l'assistance ou même Mm. après qui vont le replay, c'est important parce que cette enveloppe d'argent qui va arriver après des tutelles que les directeurs vont pouvoir après répartir les postes, Mm. etc. Si les moyens baissent, il n'y a plus assez d'argent pour payer tout le monde. Vous Mm. voyez tout de suite sur un plan humain ce qui va se passer. On va dire après à une soignante, désolé, on ne peut plus le garder parce qu'on n'a plus assez de sous. Mm. Alors, il faut expliquer vraiment aux soignants que tracer, c'est vraiment important. Mm. Il faut Euh, l'implication des soignants, mais aussi des personnels, enfin des intervenants extérieurs, les médecins traitants, les kinés, il faut souvent les secouer parce que, bon, bref, j'ai une autre question qui oui. m'est venue en t'écoutant, Jean-Michel. Est-ce que tu penses que demain, avec les établissements, les EHPAD là, qui accueillent de plus en plus des personnes handicapées, vieillissantes, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, le pathos va être sensiblement un peu différent, ou est-ce qu'aujourd'hui le pathos tel qu'il est conçu peut répondre à cette population-là qui commence à arriver dans les EHPAD, on voit même arriver même des EHPAD dédiés aux personnes en situation de handicap vieillissante. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir devoir un remaniement en tout cas de cette coupe pathos au regard des nouvelles populations? Je pense je pense qu'il bougera pas. Seule différence, c'est que les personnes qui rentrent en EHPAD avant 60 ans, Oui, il y en a aussi, qui oui. rentrent en EHPAD sur des recréations d'âge, ne sont pas inclus dans les coupes. Ah, d'accord. Parce qu'effectivement, le financement, il est ailleurs. Voilà. Pour les chambres de quelqu'un, mettons, qui est handicapé, par exemple, qui a 58 ans, le financement, il est pris par d'autres moyens, par d'autres canaux. Après, D'accord. effectivement, une fois qu'ils ont passé 60 ans, ils sont évaluables, mais au même titre que la personne qui a 85 ans. Pour Hmm, l'instant, à ma ok. connaissance, il n'y a pas d'évolution prévue dans ce domaine. Ok. Bien, bah maintenant on va laisser la place aux questions. Il me semble qu'il y a une question Alors, dans le chat, je crois, là. alors je vais les voir. Alors, on a une remarque, c'est plutôt une remarque. Logiciel de soins bien évolué, adapté à l'établissement, facilite un tas de renseignements et audits, voire statistiques. Je pense que c'est plutôt une remarque. Oui, mais Euh, tout dépend du logiciel de soin. oui, c'est ça. Oui, c'est ça que Oui, j'avais dit. Voilà, c'est hyper mm, important. Alors, je donnerai pas de marque de logiciel parce qu'on n'est pas là pour ça. mm, Mais quand ce sont des logiciels qui sont très faciles d'utilisation, qu'on peut se connecter à distance, qui sont vraiment très ergonomiques et intuitifs, c'est plus facile pour tout le monde de s'en servir mm. que effectivement certains, surtout dans le public, c'est encore très, très, très compliqué. Voilà. Sinon, le logiciel de soins, logiquement, il sert à ça. Alors, Mm. effectivement, j'ai pas vu la question, je vais la relire, tiens. Ah, tu as vu une question, toi? Non, non, c'est celle-là. Oui, c'est pas vraiment une Voilà. question, hein. Je pense que c'est plutôt une remarque. Mhm. Mhm. Le contenant du logiciel est une chose, le contenu peut Mhm. s'adapter avec la participation des AS et IDE pratiquant tous les jours. Oui, oui, c'est Oui, sûr après, que effectivement, c'est un logiciel que les mm, gens connaissent très bien, pourquoi pas. oui. Et par contre, dans l'optique du pathos, certains sont vraiment, j'ai vu des confrères en difficulté avec, hein. Mm. Oui, et puis après, ce que tu disais aussi, Jean-Michel, c'est parfois le blocage du personnel à rédiger des choses où tous ne parlent pas forcément très bien le français, où on parfois des problématiques avec la langue française. Et donc, bah, parfois, ce qui est saisi ou ce qui est noté dans le logiciel de soins n'est pas toujours très bien compréhensible. Et ça fait rien si c'est Euh, pas compréhensible, on arrive à comprendre. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il faut au moins que ça soit écrit. ouais. Moi, j'expliquais quand j'étais avec mes équipes, hein, je leur disais, mais vous écrivez pas bien le français, c'est pas grave. Écrivez ce que vous avez envie d'écrire parce qu'effectivement, madame, elle écrit Mm, tous les jours, etc. Voilà. Ça, c'est important de le préciser. Oui, ah oui, mm, il y a ce frein-là. Puis certains, non, ça sert à rien, j'ai pas le temps. Voilà. Il y a le problème aussi des problématiques qui sont banalisées. Voilà. par Madame exemple. Dupont, elle a la même problématique, elle crie.
En EHPAD, les cris en Mm, EHPAD sont fréquents à tous les établissements. Comme elle crie tous les jours, finalement, on l'écrit même plus. mm, Et si c'est pas écrit, le jour de la validation, le médecin valideur dit si c'est pas écrit, c'est que ça n'existe plus. mm. Alors, entre effectivement écrire tous les jours à tout prix, voilà, c'est important de temps en temps, elle crie toujours, etc. Ou alors il a tout du mal à marcher, il est encore tombé aujourd'hui, voilà. Montrer vraiment que c'est récurrent, c'est important. Après, c'est le rôle d'après du médecin coordonnateur de faire ce genre de formation et de sensibilisation. Tout à Parce que fait. l'évaluation, effectivement, c'est le médecin coordonnateur. euh, euh, Le médecin coordonnateur, c'est le pilote, mais c'est vraiment un travail d'équipe, hein. C'est important que tout le monde s'y mette parce que les enjeux sont vraiment importants. Quand on voyait que au niveau du pathos même, le GIR, je ne sais plus, mais un point pathos correspondait à 3 000 euros de dotation. Ah oui. Donc, voilà. Mm, mm, mm. On a une question. Est-ce que les bilans nutritionnels d'entrée et au cours du séjour entrent dans le pathos? C'est une question Alors, d'une attends, j'ai vu diététicienne. aussi en amont, un peu avant, même les photographes sont plus sûrs Oui, en traçabilité. Bien sûr, bien oui. sûr, il vaut mieux écrire avec des photographes que rien du tout, ça c'est évident. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Mm. Du coup, la question de Cindy, est-ce que les bilans nutritionnels d'entrée et au cours du séjour entrent dans le pathos? On peut s'en servir comme outil pour suivre l'évolution de... Bien sûr. Oui, donc ça, Alors, c'est conseillé aux alors diététiciennes aussi ce qui est important quand on va faire une validation dans l'établissement, euh, bien sûr, il faut une traçabilité au moment donné de la période de la coupe, hein, ça c'est important. Mais quand on voit que l'établissement il est vraiment dans une dynamique Mm. de bonne pratique, etc., où tout se passe bien, depuis des mois, depuis des années, on n'a pas le même regard qu'on voit que les choses ont commencé 6 mois avant la coupe et s'arrêtent une semaine après la coupe. Je l'ai déjà vu, ça fait un peu, genre Ouais. on fait joli parce qu'on est évalué. Voilà. Effectivement, je pense que c'est important que ça soit noté. Au moins, c'est un outil, au moins qu'une traçabilité, un suivi des résidents. Et ça compte aussi, malgré tout, dans la réflexion clinique. Voilà. Il y a le guide Pathos. Moi, à titre perso, je ne suis pas sur la virgule près. Si on est vraiment dans la bienveillance, voilà. On a quand même cette latitude au niveau de l'ARS. On n'est pas coaché en disant ah, il faut tout casser à tout prix. Non, pas du tout. On a une certaine liberté de décision, heureusement. Les médecins traitants jouent le jeu de façon générale, Jean-Michel, tu disais que parfois il y a le médecin co, mais le médecin co n'est pas toujours là. Parfois, c'est le médecin traitant, les médecins traitants qui prennent le relais. Mais c'est important qu'il faut que le médecin traitant s'implique parce que, d'après la loi, c'est le médecin traitant qui est souverain, pas le médecin coordonnateur. Il y a un médecin traitant. Si le médecin coordonnateur dit ça serait bien de faire ça à cette résidente, si le médecin traitant ne veut pas, C'est le il ne faut pas médecin le faire. traitant qui décide. Ah oui, non, c'est vraiment, bon, c'est comme D'accord. ça et c'est la réglementation, on ne va pas s'y opposer. Voilà. Et, Mais il faut que le médecin traitant, justement, écrit dans le dossier médical, quand il va, et ce qui se passe. Parce qu'on s'en sert et, aussi de ça pour faire le pathos. et toi, de ton expérience, tu trouves que les médecins traitants jouent plutôt le jeu ou c'est Alors plus moi, j'ai compliqué? arrêté, moi, ça fait 4 ans que je ne suis plus au quotidien dans les EHPAD, mais Ouais, mais de au ce que tu travers as vu. des cotisations que je fais ailleurs ou des validations, on voit tout. On voit effectivement des médecins traitants qui, ça les intéresse pas d'écrire ordinateur, Hmm, moi, je veux pas, j'y connais rien, etc. Alors, il y a des fois des EHPAD où ce sont les infirmières qui tracent à d'accord. l'appel du médecin. Alors, le docteur est passé, il a dit ça. Bon, je Hmm, sais ce que c'est, donc je ne peux pas le refuser parce que je sais que ça se passe aussi comme ça. Et vous avez des hmm. médecins traitants qui tracent tout. Même à distance, si le logiciel qui le permettent, eh ben, ils disent, bon, on m'a appelé, j'ai donné ça comme consigne, etc. Donc, il y a de tout, vraiment. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a encore des gens qui sont en train d'écrire dans le chat. Si vous voulez ouvrir Après, votre ça peut être micro et aussi poser sympa votre question directement, hein. oralement, c'est bien aussi. Oui, vous On est, pouvez, on est hein. entre nous, c'est bien C'est aussi. ça. N'hésitez pas. Alors, le médecin traitant doit inciter le suivi de la nutrition, pardon. Il est responsable de sa traçabilité en accord avec l'IDE. Le médecin traitant doit inciter le suivi de la nutrition. Ben, le médecin traitant, effectivement, il est responsable il est responsable du patient. Hmm, Le problème, c'est que ben, certains, l'alimentation, ils sont pas. Tout dépend
de l'endroit, tout dépend du médecin. C'est humain dépendant aussi. Alors, il y a et vous avez raison, Anaïk, dans ce que vous dites. Mais si vous avez un médecin traitant qui est réfractaire à surveiller les poids, etc. Moi, j'avais un établissement où tous les mois, on faisait le point sur l'albumine, sur le poids, mais il y avait des médecins traitants qui déjà avaient anticipé. D'autres qui me disaient, heureusement que vous avez regardé, sinon moi, je ne m'occupe pas. Voilà, Mm. tout peut se voir. Le directeur n'intervient à aucun moment sur la coupe pathos, Jean-Michel? Sauf si S'il intervient je... parce qu'il met la pression sur le médecin Oui, coordonnateur, voilà, c'est ça. mais sinon, et puis le jour de la validation, il n'est pas là, hein. La Mm. validation se passe entre médecins, la cadre de santé, la psychologue, s'il y en a une ou un, c'est bien aussi. Voilà. Sinon, les administratifs n'ont rien à faire dans le bureau, puisque il y a Ok. quand même, on dit des noms, donc c'est Oui, imprécis, il y a le secret médical au milieu. d'accord. Même si je sais que dans les transmissions, souvent d'équipes, les directeurs sont là. Bon, après, ça, c'est chaque établissement prend ses responsabilités. Tac, tac, tac. Une question de Cindy là je te laisse lire la question. Alors, si je diagnostique dans mon compte de rendu le type de situation. Ben, le médecin traitant peut valider, mais c'est aussi le médecin coordonnateur est en capacité aussi, malgré tout, de poser, surtout depuis peu, il peut être aussi les médecins traitants. Un médecin coordonnateur peut aussi prescrire ou conseiller quand le médecin traitant n'est pas disponible. On n'est pas disponible, c'est large, hein. Voilà, il n'est pas là, il ne répond pas, etc. Puis, à un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités. S'il y a besoin de CNO ou de prescrire l'albumine, moi je le faisais. Avec l'accord de médecin bien traitant. J'ai même fait voter à la commission gériatrique, où il y a très peu de médecins traitants, souvent étaient présents, que je pouvais prescrire certaines choses. Donc c'était voté, c'était entériné, donc je faisais un petit peu en fonction de la situation. Alors Anaïk dit, le médecin a le droit de regard. Bien sûr, mais il faut encore que ce droit de regard, il s'en serve. Oui, bonjour, c'est Anaïk. Ah oui, oui, c'est mieux peut-être. Oui, parce que là, c'est pas toujours évident en train de regarder. Enfin, c'est pas grave, hein. Ah, Mais allez-y, Anaïk, oui, Et complétez si votre vous avez la propos. caméra active, ça c'est pas mal. Vous êtes attendez, est-ce vous, que je suis bien peignée? Je sais pas, moi. et vous êtes en double même. Ah bah oui, mais j'ai pas réussi à être. Si je me suis dit, si j'en éteins un, j'éteins les deux. Alors voilà. D'accord, bon, peu importe. Allez, allez-y. Est-ce que c'est beau? Oui. Voilà, super. Ah, c'est mieux. Voilà. Bah, vous m'avez pas deux fois quand même, non? C'est bon. Non, c'est bon, on Oh, vous voilà. entend et on vous voit. Voilà. Alors, moi, j'interviens parce que, en tant que cadre responsable qualité soins pendant 12 ans, sur trois établissements différents qui n'étaient pas des EHPAD, mais un nécessaire gériatrique, on a eu des problèmes de nutrition et de prise en charge. Alors, c'est vrai qu'il faut amener les professionnels à faire ce que je disais, les traçabilités, que oui, le directeur, il peut avoir, c'était pas le médecin. Enfin, le médecin, s'il n'a pas un droit de regard, c'est un peu. Enfin bon, je dis rien, mais il a un devoir et un droit. Hein, mais Ah bon. non, mais je n'ai pas dit que le médecin n'ait pas le droit de regard, Non, mais c'est attention, parce hein. que ma phrase est arrivée après, c'est pour ça que c'est pas évident. Enfin, D'accord. voilà. Oui. Et donc, du coup, le directeur a un droit de regard parce qu'il est aussi directement responsable en cas de plainte, ce que je disais, et d'événements indésirables. C'est-à-dire que quand on voit des choses des dénutritions graves qui arrivent sur des personnes, des chutes, puisqu'on fait des EPP chutes, quand on voit ça, ben, forcément que nous, il y a une enquête qui est faite. Moi, je les ai faites, les enquêtes. Alors, je vais voir les professionnels, je vais voir ce qui s'est passé, je vais voir le médecin du service, et on totalise tous les. On fait un genre de CREX, hein, c'est pas compliqué. Hein. Et c'est là où on s'aperçoit que la plainte, on ne va pas nous l'avoir peut-être directement, mais la famille va aller voir le directeur. Et le directeur, qu'est-ce qu'il fait? Le directeur, il va voir tout le monde, c'est normal. Donc, c'est un droit de regard qui n'est pas directement sur le dossier, mais qui va. Voilà, donc c'est pour ça que j'interviens, parce que je sais que la nutrition, les infirmières, je pense qu'elles font ce qu'elles peuvent, les infirmières, les aides-soignantes. Nous, on travaille en binôme, et les aides-soignantes vraiment suivent tous les 8 jours des SSR gériatriques qu'on a besoin, parce que ça peut très vite descendre, pour X raisons, comme vous disiez tout à l'heure. Et c'est vrai que elles sont partie prenante, mais je pense que en écrivant tout, comme je dis, sur le dossier,
en posant la question, même sur le dossier. Le médecin doit de poser la question directement sur le dossier. Après, le médecin peut répondre, peut avoir oublié de répondre, peut n'avoir pas vu, peut. Mais il y en a beaucoup aussi quand même qui sont intéressés parce que le travail est fait quand même. Donc après, ils n'ont plus qu'à faire comme vous, les additions, hein, positives ou négatives. Alors, c'est bien que vous ayez intervenu oralement parce que votre écrit sur le droit de regard, je pensais qu'il concernait le médecin. Et oui, non, mais le temps que je réponde, c'était parti de l'autre Voilà. côté. Donc, c'est pour ça que le direct est mieux. Alors, par contre, le droit de regard, alors la question quand même d'Aline Victor, c'était sur le droit du regard du directeur sur le pathos. Oui, c'est ça. Après, sur les problématiques, effectivement, le directeur, il faut qu'il soit au courant de tout parce que s'il y a un problème, c'est lui qui va monter au créneau, qui va être embêté. On est bien d'accord. Voilà, surtout ce que je vous disais, c'est que Oui. quand nous, on a l'entourage qui vient, ou qu'il y a une plainte, ou qu'une personne qui n'était pas prévue refait une chute chez nous, mais qu'on ne s'est pas aperçu, ça ne le faisait plus, hein, parce qu'après, c'est un protocole qui est venu à l'entrée, il y a des suivis, point barre, c'est un peu, on va dire, stéréotypé, mais quelque part, c'est une sécurité aussi. Et c'est vrai que s'il y a une personne qui passe à la trappe, mais qu'entre deux, il y a une chute, qu'entre deux, il y a une perte de poids, qu'entre deux, mais qu'il n'y a pas de traçabilité, là, si vous voulez, avec les plaintes, le directeur a un droit alors, de regard, pas sur tout, mais moi, je sais que les rendus que je lui faisais, il y avait des choses que j'ai été obligée de remonter. On ne peut pas laisser non plus les choses faites. C'est pour ça que je dis que c'est important. Même pour Cindy, je voulais lui répondre, mais je n'ai pas réussi, ça va trop vite autrement dans le texte, mais que son suivi qu'elle fait en tant que nutritionniste, il est super important. Après, que le médecin avec qui elle travaille, elle le dit au médecin, j'ai fait un bilan, vous allez le regarder, il doit valider derrière elle son bilan. Est-ce qu'il l'a vu, est-ce qu'il l'a pas vu? Si c'est pas fait, après, moi, j'ai un peu précise dans le dossier patient, parce que j'ai travaillé beaucoup dans le dossier patient, à l'améliorer. C'est pour ça que je vous parlais de logiciel. On peut faire ce logiciel si on l'utilise bien. Et moi, mon boulot, c'était de faire. Moi, j'ai bossé comme infirmière, donc je peux vous dire les traçabilités. On dit que ça mange du temps, mais une fois qu'on a tout fait, qu'on bosse avec les professionnels, que ce soit infirmière ou soignante, elles savent ce qu'elles veulent. Donc, en fin de compte, c'est ce que je vous disais, quand c'est tracé, et le médecin, Cindy, par exemple, elle a fait son bilan. Après que le médecin aille voir son bilan ou pas, à un moment donné, vous ne pouvez pas non plus prendre la main à tout le monde. Hein. Donc, voilà quoi. Et puis la traçabilité, ça protège aussi les soignants, hein, en cas de pépin. Oui, moi, je la vois dans les deux cas. Enfin, je peux continuer parce que je ne veux pas prendre tout le. Moi, je la vois dans les deux cas parce que je suis RU à la commission de conciliation du PACA. Donc, on a aussi des plaintes et réclamations concernant justement des mauvaises prises en charge dans les services, y compris des dénutritions, des choses comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu avec, c'est pas des dadas que j'ai, mais c'est des. Voilà, non, mais c'est très investi en tout cas. Ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à entendre dire que l'administratif, ça prend du temps et c'est du temps qu'on n'a plus avec les résidents. Mais en l'occurrence, de ce qu'on entend de votre côté et de la part de Jean-Michel, c'est que ça prend pas tant de temps que ça si on est bien organisé. Et surtout, c'est un privilège pour le résident et pour le personnel lui-même, puisque ça protège le personnel de ce que je comprends. Pour la bonne traçabilité, il y a un impératif technique, c'est qu'il faut quand même une quantité d'ordinateurs assez suffisante pour que chacun puisse tracer un peu. Ouais. Mais on a sur tablette maintenant les logiciels de soins, non? Oui, allez-y, Annick. Oui, non, mais c'est mieux comme ça parce que sinon, c'est vrai qu'on est. Je voulais intervenir aussi dans le sens où, ayant fait des procédures dégradées d'établissement, puisque c'est obligatoire, et puis c'est important, en cas de dossier informatique qui s'en va, on ne sait pas où, qui va revenir, mais qui. Voilà. Et en faisant cette procédure de dégradée, donc on a refait exactement copier-coller des intérieurs de logiciels que les filles doivent remplir, infirmières, aides-soignantes. Alors le médecin, il a eu sa part, ne vous inquiétez pas, c'est pareil. Sauf que, elles sont venues avec moi, elles me disent, ça va durer combien de temps? Je lui dis, moi, je ne peux pas savoir. Ça peut être, on a une procédure pour partir, mais des fois c'est un jour. Et il me dit, parce que maintenant qu'on a pris l'habitude avec l'ordinateur, on perd du temps au papier. Donc c'était juste ce retour-là que je voulais vous donner, parce que j'ai quand même, sur 40 à 50 personnels, quand ils sont formés vraiment à l'ordinateur, et l'ordinateur leur donne tout, pratiquement, hein, tout, je veux dire. Donc, pour revenir en arrière, quand on a des procédures, qu'on est obligé de le faire sur 2-3 jours, on a des retours positifs qui, en fin de compte, l'informatique faisait perdre du temps, et en fin de compte, ils en reviennent que non. Si on a tout, non.
Merci, Anaïk. Bien. Il nous reste encore 2 petites minutes. Est-ce que certains veulent témoigner, hein, ça peut être un témoignage aussi d'expérience terrain ou une question à Jean-Michel, n'hésitez pas. Peut-être l'heure d'aller déjeuner, peut-être pour certains, en parlant de Ça doit nutrition. être ça. Ça doit être l'appel de la fin qui arrive. Tout à fait. Bon, bah écoutez, on va pas vous faire attendre plus. J'espère que ça a répondu à vos questions. En tout cas, vous voyez que le sujet du pathos est un large sujet, mais en tout cas, quand il est bien, quand les documents sont bien remplis, quand tous les professionnels sont là au bon moment, au bon endroit, eh bien, ça permet effectivement de réussir cette coupe pathos qui est nécessaire pour les atouts financiers des établissements. Il y a une demande d'inscription Alors, pour le prochain séminaire, j'ai vu là. prochain webinaire. Ouais, Cindy Oui, Roland. bah, n'hésitez pas. De toute façon, comme vous êtes sur ma base de données, vous recevrez les invitations pour les prochains webinaires sans problème. Bon, bah, merci à tous. Merci à Merci vous tous. beaucoup. Et Et puis, vous puis, recevrez le lien du replay, bien évidemment, à l'issue de ce webinaire. Merci à vous. Un très bon appétit. au revoir Et puis, tout le monde. au mois d'avril, pour ceux qui seront là pour le prochain webinaire.